Et si on parlait de science-fiction, mieux, si on parlait de dystopie, c'est-à-dire de ces romans qui nous inventent une société de cauchemar pour mieux souligner les travers de notre société réelle. Et le fer de lance de cette littérature de l'apocalypse, c'est bien sûr Le meilleur des mondes, un roman de Aldous Huxley. Alors suivant notre habitude, nous disséquerons ce livre selon les 4 dimensions alchimiques, l'eau, le style, la terre, le milieu, l'air, la fiction et le feu, le message. Car oui, une dystopie, évidemment, est un roman à message. Alors quel est le message du meilleur des mondes et surtout, comment Aldous Huxley nous transmet ce message? Voilà le sujet de l'épisode numéro 11 de l'alchimie d'un roman. Et comme d'habitude, nous commencerons par un survol de l'intrigue en 1 minute chrono. Alors l'histoire commence dans une sorte d'usine de production de nouveau-nés. Après fécondation in vitro, les embryons sont élevés dans des tubes en verre, puis traités par des produits chimiques et diverses privations afin d'être parfaitement adaptés à leur rôle futur dans la société. Après la naissance, dans ce monde-là on parle de décantation, les enfants sont traités dans des unités d'éducation et de bourrage de crâne. On leur apprend à aimer leur existence. Pour optimiser leur productivité, la société minimise l'intervalle séparant leurs désirs de leur satisfaction. Mais un jour, Bernard Marx, un citoyen dont le traitement a été un peu raté, s'éprend de liberté. Alors il emmène Lenina Crown, une jeune fille, je cite, très pneumatique, il l'emmène en voyage dans une réserve de sauvages. Ils y rencontrent John, un homme, tenez-vous bien, né par les voies naturelles et exempt de tout formatage. Bernard et Lenina tentent de le ramener à la civilisation. Bernard ensuite cherchera à tirer une certaine notoriété du sauvage qu'il a découvert, mais la société le punira pour cette audace et le condamnera à l'exil. Lenina, un temps amoureuse de John, finira par rentrer dans le rang. Enfin, John lui-même, inspiré par le romantisme de Shakespeare, tentera de convaincre les hommes de se libérer du joug de leur société, mais n'y parvenant pas, il finira par se suicider. Et voilà, tout ça n'est pas bien gai. Assurément, Le meilleur des mondes est une dystopie, c'est-à-dire grosso modo le contraire d'une utopie. Une dystopie, c'est la description d'une société futuriste abominable, une sorte d'enseignement par le contre-exemple. Quelle société pour demain? Je ne sais pas, mais en tout cas pas celle-là. Donc avant tout, dans son roman, Huxley nous décrit la société qu'il a inventée, autrement dit, un milieu imaginaire mais auquel l'auteur s'efforce de nous faire croire avec force détails. Quelle est la société du meilleur des mondes? C'est une société de castes, il y en a 5, les alphas, les bêtas, les gammas, les deltas et les epsilons. Une société pyramidale où chaque étage est conditionné par des manipulations chimiques afin d'avoir le niveau intellectuel juste suffisant pour accepter et même se réjouir de sa situation. Ces manipulations sont complétées par un lavage de cerveau sous forme de messages diffusés aux enfants pendant leur sommeil. Huxley appelle ça l'hypnopédie. Le but de la technique est de conditionner les individus avec des réponses préfabriquées aux problèmes de toute leur vie, des idées positives, des incitations à la consommation, chacun appartient à tous les autres, comme j'aime avoir des vêtements neufs, ou encore je suis contente d'être une bêta. Puis enfin, pendant sa vie d'adulte, le citoyen est traité, il est médicalement manipulé pour ne jamais être malade, ne jamais souffrir, et à la fin de son temps mourir d'un coup et sans tristesse. La société ainsi le maintient dans un bonheur parfait, sans jamais aucune frustration, aucun stress, aucune émotion. La sexualité y est stérile, physique et sans amour, ce n'est qu'un monde où l'on comble au plus vite chacun de ses désirs. Voilà pour la dystopie. La description de ce milieu dure 5 chapitres, soit un bon tiers du livre, mais à l'évidence ce n'est pas le tableau d'un monde réel, même s'il nous effraie, l'univers d'Aldous Huxley n'est pas crédible, c'est une caricature. Oui, bien sûr, une caricature, car le but d'Huxley n'est pas de nous faire croire à son monde, mais bien de nous faire réfléchir au nôtre. Le milieu qu'il nous décrit est en réalité un message qu'il nous transmet. Et la forme de ce message est la caricature, c'est-à-dire l'exposition d'un monde grotesque, mais dans lequel on reconnaît les traits exagérés de notre monde réel. Et par cette exagération flagrante, il nous pousse à réfléchir sur certains traits de notre quotidien qui, à moindre dose, n'avaient pas attiré notre attention. Alors que dénonce Huxley? Beaucoup de choses en vérité. L'eugénisme d'abord, cette tentation de maîtriser la reproduction humaine pour créer une hypothétique race parfaite. Et il est frappant qu'Huxley, en 1931, ait perçu le danger de ce cauchemar qui inspira le nazisme et qui menace encore près de 100 ans plus tard, maintenant que l'on connaît l'ADN et la génétique. Et si Huxley ne traite pas du tout du racisme, il se focalise sur le déterminisme social qu'on retrouve par exemple dans le darwinisme social, véritable détournement de la science. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Thomas Huxley, le propre grand-père d'Aldous Huxley, fut un ami personnel de Darwin et fervent adversaire de l'application de ses théories à toute tentative de justification pseudo-scientifique des inégalités sociales. Mais au-delà de la création et de la prédestination des nouveau-nés, Huxley dénonce aussi la structure même de sa société imaginaire. Et par là, il dénonce le communisme, on pense bien sûr au nom qu'il a choisi pour ses personnages, Lenina ou Bernard Marx, mais il dénonce aussi le fordisme et le consumérisme, c'est-à-dire la production et la consommation de masse,
Car toutes ces déviances de la société ont la même origine, la suprématie de l'organisation et de la structure sur les libertés individuelles. Dans sa caricature, Huxley frappe juste parce qu'on y reconnaît une certaine clairvoyance qui nous effraie. En 1931, alors qu'il écrivait ce roman, il entrevoyait à l'avance les ravages de l'expérience soviétique ou du totalitarisme de masse de l'Allemagne, de l'Italie ou du Japon, autant de dangers que l'on sait toujours présents au fond des hommes. Bon, le message est poignant et la démonstration par l'absurde nous convainc. Mais il est étrange de constater qu'Aldous Huxley n'a consacré à la description de son monde que le premier tiers de son roman. Tiens donc, il reste 200 pages. Qu'a-t-il encore à nous dire pendant tout ce temps ? À partir du deuxième tiers de son livre, Huxley introduit des personnages et il se met à nous raconter une fiction. Il nous raconte la révolte de Bernard Marx, son voyage à la réserve sauvage et comment, à son retour, il jouit de l'importance sociale que lui rapporte cette découverte. Une reconnaissance à laquelle il avait toujours rêvé et qui, sous nos yeux, va le rendre égoïste et prétentieux. Huxley raconte aussi l'amour de Lénina pour John le Sauvage, comment elle découvre grâce à lui l'existence d'un amour possible au-delà de la simple sexualité. Mais Lénina ne comprend pas que cet amour ne comble pas ses désirs aussi efficacement que les structures mises en place par la société. Alors elle finira par abandonner son sauvage et elle rentrera dans le rang. Enfin, Huxley raconte l'histoire de John qui, sur la fin du roman, devient le véritable personnage principal. John ne parle qu'en citant du Shakespeare, il est romantique et idéaliste. Il veut libérer la société, il veut libérer les gens. Il est quasiment le seul à ne pas avoir été formaté et chimiquement conditionné. Alors pour résister, il refuse le bonheur factice, il s'impose la solitude et une certaine souffrance, espérant convaincre que la liberté vaut mieux que tous les conforts. Mais en dernière page du roman, John se suicide et nous laisse ruminer le mystère de son destin. Et oui, à travers ces personnages, Huxley nous délivre bien un deuxième message que l'on sent plus important que le premier, plus mystérieux, plus profond car davantage lié à l'intime qu'à la structure de la société. Quel est ce message ? Et d'abord, pourquoi John le Sauvage se suicide-t-il ? Il se suicide parce qu'il est seul, parce que Lénina ne l'aime pas comme il souhaiterait être aimé, et pire, parce qu'il se rend compte lui-même qu'il est incapable véritablement d'aimer Lénina. Il se suicide aussi parce qu'il ne parvient pas à convertir les autres à la liberté. Il est incapable de leur démontrer que la liberté est plus importante que leur confort. Il se suicide enfin parce qu'il est malheureux, non pas à cause des autres qui le font souffrir, mais à cause de lui-même. Car ce malheur qu'il s'inflige est la seule façon qu'il a trouvé de se protéger du bonheur factice, un besoin de contrition dont il ne sortira jamais. Car voilà ce que comprend John le Sauvage et ce que Huxley veut nous expliquer. La société qu'il dépeint est horrible, elle est inhumaine et nous n'en voulons pas pour notre avenir. Mais John découvre quelle est la volonté propre des citoyens qui y vivent. Les citoyens du meilleur des mondes aiment leur confort, ils sont heureux ainsi, et ils choisissent eux-mêmes ce bonheur imbécile plutôt qu'une liberté anxiogène et incertaine. Le meilleur des mondes de Huxley n'est pas une dictature autoritaire, et c'est en cela qu'il est le plus effrayant. Le meilleur des mondes est l'émanation de la volonté de son peuple. Huxley nous a donc inventé une histoire dans le but de nous transmettre deux messages, une dystopie politique d'abord, puis une profonde réflexion philosophique sur la nature humaine. Et maintenant, avant de terminer, prenons un peu de recul et demandons-nous de quelle manière Aldous Huxley nous a porté ces messages, et comment à chaque fois il a choisi le moyen le plus efficace. D'abord pour la dystopie politique, il a choisi la caricature. La caricature est un outil descriptif, c'est la voix de la Terre. Un outil efficace car il attire l'attention sur les traits qu'il exagère. Son but n'est pas de nous faire croire à sa réalité, mais il est de nous convaincre par une sorte de contre-exemple de société. L'auteur fait donc appel à notre raison. Le génisme, l'utilitarisme imbécile, l'asservissement et l'embrigadement des masses par une doctrine égalitariste ou par un consumérisme débridé sont des déviances grotesques et caricaturales de notre société. Voilà ce que nous démontre Huxley avec beaucoup de conviction. Le deuxième message, tout aussi important, sinon plus, est délivré de manière très différente. Plus subtil, Huxley choisit de nous convaincre par la fiction et par les personnages. Il ne s'adresse plus à notre raison mais à notre cœur, à notre empathie. Il utilise à plein la spécificité de la forme romanesque. Car ce deuxième message est un message sombre et pessimiste, un message difficile à comprendre et difficile à accepter. C'est pourquoi la voie de la caricature ou de la démonstration logique n'aurait pas été efficace. C'est un message qu'il faut vivre à travers des personnages. L'homme a-t-il envie de liberté ? La recherche du bonheur que l'on glorifie dans nos droits de l'homme ne conduit-elle pas mécaniquement à la société du court terme, une société de Sims où l'idéal de chacun réside dans le désir assouvi ? Une image pas seulement terrifiante mais troublante car elle nous renvoie à nous-mêmes. Si nous voulons éviter le meilleur des mondes, il n'y a pas de tyran à combattre, mais seulement nos propres pulsions et notre propre fainéantise. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pourrez en retrouver beaucoup d'autres sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne en cliquant sur ce bouton.
Vous serez alors prévenu sur votre page d'accueil YouTube chaque fois que je publierai un nouvel épisode. Vous pouvez aussi cliquer le bouton j'aime de ma page Facebook pour suivre mon actualité jour après jour, ou alors aller lire les pages de mon blog pour des articles un peu plus approfondis. Mais surtout, si vous voulez m'aider et me permettre de réaliser encore de nombreuses vidéos, merci d'en parler simplement autour de vous, à vos amis, à vos collègues, on n'est jamais trop nombreux, à bientôt.